Juste pour me réintroduire, aujourd'hui, nous allons parler du succès. Et nous venons de nous rendre compte que le succès, c'est quelque chose qui est unanime. Le besoin du succès est unanime aux humains. Et je disais que même ceux qui sont tombés dans un découragement total, je suis en clinique et je peux voir des personnes qui sont vraiment bas, 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 qui sont dans le découragement au point parfois de vouloir même s'enlever la vie. Mais ces personnes-là, la vérité, c'est pas que ces personnes-là n'aiment pas le succès. Au contraire, ce sont des personnes qui ont tellement aimé le succès qu'elles ont eu l'impression de ne pas pouvoir l'atteindre, que le succès est non atteignable. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans le découragement à un moment donné. Mais l'angle que moi je voudrais aborder aujourd'hui, c'est vraiment de nous dire que beaucoup veulent le succès, sinon tous veulent le succès, mais peu sont prêts à affronter les défis qui accompagnent la réussite. Peu sont prêts à, à marcher sur la route qui est la route pleine de difficultés qui mène au succès. Parce que le succès comme tel, dans un de mes livres, je crois que je parle de ça dans mon premier livre, Vaincre malgré l'adversité, je dis dans ce livre-là que si tu veux réussir et que tu veux apprendre de la réussite d'une autre personne, je te conseille de ne pas regarder sa réussite, mais plutôt de regarder ses défis. Pourquoi? Parce que pour moi, le succès, ce que nous voyons comme étant le succès, n'est que le bout de l'iceberg. C'est que la partie émergée d'une d'une grosse montagne de difficultés. euh, et quand on voit cette partie émerger de la grosse montagne qui est l'iceberg qui est comme enfoncé dans l'eau, on ne réalise pas à quel point cette personne-là a surmonté des défis, des tonnes de défis pour pouvoir avoir le succès. Et parfois, les personnes qui ont réussi, s'ils sont honnêtes, vont nous dire que ce qu'on voit comme réussite d'aujourd'hui euh, n'est qu'une faible partie de ce qu'elles ont entrepris. Parce que les gens qui entreprennent échouent aussi beaucoup. Je sais, c'est pas, ça peut être contradictoire, mais c'est ça la vérité. Moi, dans ma vie, j'ai des projets qui ont réussi. Mais si je commence à citer les projets qui ont échoué, je crois que quelqu'un se dirait, mais bon, elle aurait pu se décourager à un certain moment. Donc, quand tu fais face à l'échec, ne te dis pas que c'est la fin, mais dis-toi que c'est au fur et à mesure que tu fais l'épreuve de l'échec, que tu passes les épreuves de l'échec, que tu trouves la bonne voie finalement pour aller vers le succès. Ça, c'était une introduction pour dire beaucoup veulent le succès, mais sont ceux qui, euh, peu sont ceux qui veulent véritablement surmonter les défis que ça prend pour arriver au succès. Aujourd'hui, moi, je me suis préparée à te partager 5 clés. 5 clés concrètes qui m'ont personnellement aidé à avancer malgré les obstacles. Puisque nous avons vu que on ne peut pas avoir de succès sans obstacles, je vais te partager 5 clés. Et je vais vous partager aussi un petit livre. Je ne sais pas si vous voyez le petit livre, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, ce n'est pas mon livre. Les leçons du sommet, c'est un tout petit livre. Moi, j'appelle parfois ça les brochures. C'est c'est un tout petit livre, mais ô combien important. C'est le livre de Luc Dumont. C'est un pasteur canadien. Ce pasteur-là, il sera conférencier à la conférence de F2E au Canada cette année, de Faiseurs d'Espoir international au Canada cette année. Donc, c'est un de ses livres. Il est aussi l'auteur du livre Au-delà des limites. Il a beaucoup de livres quand même. C'est un grand auteur, c'est un grand conférencier. En lisant son livre, dans son livre, il partage 17 clés pour surmonter les défis. 17 clés pour se maintenir au sommet du succès. Voilà. Et moi, en lisant ce livre-là, j'ai réalisé que je partage en commun avec lui 5 de ces clés-là. En tout cas, beaucoup de ces clés-là, mais je voudrais vous partager aujourd'hui 5. D'accord? Je voudrais partager aujourd'hui 5 clés que j'ai découvertes dans son livre, mais qui sont aussi des clés que moi j'applique pour surmonter mes propres défis. La première clé,
que je vais vous partager aujourd'hui. J'entre tout de suite dans cet enseignement-là. La première clé, c'est la préparation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà lu mon livre La pratique de l'autodiscipline au cœur du succès? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu ce livre-là ici? Donc, je ne Oui, sais pas. maman. Oui, il y a des personnes qui ont déjà lu ce livre. Alors, si vous avez déjà lu ce livre-là, vous comprendrez à quel point la préparation, pour moi, est un élément important du succès. Mais dans ce livre-là, j'aborde la préparation par l'élément essentiel qui est dans la préparation, c'est-à-dire la clarté. Si tu ne sais pas exactement ce que tu vas faire, mais tu ne peux pas préparer, tu ne peux pas te préparer. Tu prépares un projet tout simplement parce que tu sais précisément ce que tu vas faire. Et dans mon livre, La pratique de l'autodiscipline au cœur de ton succès, je n'ai pas ça sur ma table, j'aurais pu vous le montrer comme ça. Dans ce livre-là, je parle de la discipline de la clarté et la discipline de la clarté est le sous-bassement de la préparation. C'est le sous-bassement de la préparation en ce sens que cette discipline-là te permet de te servir de toute ton inspiration, de ton intuition, de ton rêve, de tout ce qui est en toi pour être certain que tu définis clairement ce que tu veux avant de te lancer. Tu définis clairement ce que tu veux, tu clarifies les contours, tu clarifies également tes forces et tes faiblesses avant de te lancer dans, dans quoi que ce soit. Donc, une citation que j'ai vue dans son livre, que j'aimerais vous partager, c'est l'opportunité favorise ceux qui sont préparés. L'opportunité favorise ceux qui sont préparés. J'ai vu ces derniers jours, ces derniers temps, ou bien le jeune président sénégalais. Avez-vous vu le jeune président sénégalais? Le jeune président sénégalais, c'est quelqu'un que tout le monde ne pouvait pas s'attendre à lui, en fait, là où il se trouve. On entend les avis mitigés sur lui. Les gens disent c'est un concours de circonstances, les gens disent ci, les gens disent ça. Mais quand tu pars faire une étude sur la vie de ce jeune homme, tu réalises à quel point ce gars s'est préparé à la gouvernance. Ce gars s'est préparé à la gouvernance. L'étude de sa vie montre que c'est quelqu'un qui lit beaucoup, c'est quelqu'un qui a étudié le droit, c'est quelqu'un, ça dit, c'est quelqu'un qui a appris des choses, qui s'est préparé dans des compétences nécessaires pour avoir cette aptitude de gestion. Et quand on dit que l'opportunité favorise ceux qui sont préparés, si on veut un avocat ici maintenant, c'est une opportunité. Mais ça va favoriser quelqu'un qui a étudié en droit et qui s'est arrangé à inscrire son nom au barreau, même si elle ne savait pas que l'opportunité là devait arriver. Vous comprenez? L'opportunité favorise ceux qui sont préparés. Nous avons des personnes, et je vais faire recours à une autre discipline que je présente dans mon livre, la discipline de l'épargne et de la prise des risques. Nous avons des personnes qui consomment absolument tout leur argent. Chaque argent qui entre dans leur poche, passoire, ça passe. Chaque argent qui entre dans leur poste, passoire. Le poste épargne n'existe pas chez certaines personnes. Pourtant, ton épargne te donne le choix. Ton épargne est une préparation à saisir une éventuelle opportunité qui se présente à toi. Or, si tu n'es pas préparé financièrement, les opportunités vont te glisser entre les doigts. Les opportunités vont te glisser entre les doigts parce que tu n'es jamais prête. Donc, la partie préparation dans le succès est très importante. Si tu es une personne qui rêve d'avoir une maison, il faut que tu commences à te questionner quand tu bois une bière chaque jour. La bière, il y a certaines bières qui valent le prix d'un pain. Et quand tu en prends 5 dans une journée, tu viens d'avaler 5 pain dans ton ventre. Pourtant, ton rêve, c'est d'avoir une maison. Tu n'es pas en train de te préparer. Tu ne prends aucune conscience qu'il faut que tu mettes le peu qui est entre tes mains
de côté petit à petit et par effet cumulé, tu vas finir par avoir une belle préparation pour pouvoir saisir la belle opportunité. Ça, c'est en Afrique. Ici, en Occident, nous savons qu'il faut payer un petit pourcentage, un apport en capital ou une mise de fonds pour avoir, par exemple, un investissement immobilier. Mais nous avons des personnes qui ne font aucune préparation, mais qui pourtant nourrissent le rêve d'avoir une maison, mais qui ne se préparent pas. Elles ne se préparent pas à comprendre comment fonctionne le marché financier, le marché immobilier. Elles ne se préparent pas à mettre de côté une mise de fonds. Elle sait que la mise de fonds, c'est X montant, mais elle est la première à simplifier le dollar symbolique qu'elle gaspille à chaque jour. Oubliant que pour avoir 100 000 dollars, tu as besoin d'accumuler plusieurs 1 dollar. Ça, c'est la préparation. Nous voyons aussi des catégories de personnes qui voient, exemple des gens qui font le e-commerce, envoient l'argent en Chine, achètent aussi la marchandise et ne savent absolument rien de comment fonctionne le e-commerce. Ta marchandise va habiter avec toi dans ta maison parce que tu ne t'es pas préparé. Tu n'as pas cherché à comprendre le chemin. Tu n'as pas cherché à comprendre l'activité dans laquelle tu veux t'embarquer. Tu t'es pas préparé du tout. Et lorsque tu t'es pas préparé, tu tombes facilement dans l'improvisation. S'il y a un conseil que j'ai à vous donner, si tu veux réussir dans la vie, improvise le moins possible. Improvise le moins possible. Parfois, aie le courage. Fais attention à ceux-là qui vont te dire que j'ai une meilleure opportunité, j'ai une meilleure opportunité. Saisis ça, saisis. Non. Dis à la personne que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc, si la bonne opportunité est pour toi, tu dois te préparer et elle va revenir à toi. Si tu crois comme moi. Donc, plutôt que de t'improviser dans quelque chose que tu ne comprends pas du tout et que tu n'as aucun élément, même pas spirituel, qui te convainc que tu es en train de faire la bonne chose, n'embarque pas. Mieux d'être préparé. Et dans le livre de Luc Dumont, il parle de cet aspect de préparation en faisant l'analogie avec une activité que lui, il a réalisée. C'était un rêve qu'il avait d'aller en hauteur, de faire de l'alpinisme. Et il dit qu'il a réalisé que pour aller faire ce sport alpin, leur mentor a eu à les préparer pendant plusieurs mois et allait faire gravir même des montagnes plus faciles au courant de l'année. Pendant les 6 mois qui précédaient leur activité, leur mentor les faisait gravir des montagnes qui ont, les montagnes moins haut, les faisait gravir des montagnes plus faciles et les faisait gravir à une vitesse différente selon la journée de la pratique pour s'exercer à avoir cette endurance dont ils ont besoin pour aller gravir la montagne de, je ne sais pas s'il parle de 4000 mètres ou 4000 kilomètres, je ne sais plus, je crois qu'il parle de 4000 mètres, la montagne de 4000 mètres qu'il décrit dans son livre. Alors, beaucoup de personnes attendent que l'opportunité arrive pour commencer à se préparer. Non. Ce n'est pas la journée que tu vois une maison sur le marché que tu te prépares à acheter la maison. Ce n'est pas la journée que tu veux ouvrir une entreprise que tu te prépares à ouvrir une entreprise. Le succès se prépare d'avance. Si tu veux devenir enseignant en leadership comme moi, ce n'est pas la journée que tu veux bâtir ton entreprise, ton académie, que tu vas te préparer. Tu dois le savoir d'avance, lire des livres, aller à l'école de leadership d'une autre personne, te former pour pouvoir comprendre comment ça marche et créer ta propre école. Ce n'est pas la journée que tu veux devenir, je ne sais trop quoi, infirmière, que tu vas te préparer. Il me semble que si tu veux être infirmière au Canada, par exemple, ça prend 3 années d'études au cégep, tu veux être infirmière dans les 3 prochaines années, bah, c'est maintenant que tu vas veiller
à commencer tes études, n'est-ce pas? C'est pas au moment où tu veux déjà être infirmière que tu vas te préparer. Donc, je prends tous ces exemples pour montrer à quel point la préparation est importante. Et les personnes qui vivent sur l'anticipation, les personnes qui vivent sur, j'ai dit quoi tantôt, les personnes qui vivent sur l'improvisation ont plus de chances d'échouer qu'autre chose. Voilà pourquoi il est bon de savoir ce qu'on veut, de se préparer, de planifier. Et la planification fait partie de la préparation. Le succès demande de l'anticipation, de la rigueur. Il faut anticiper quoi? La préparation. Ça demande de la rigueur dans la préparation. Ça demande de l'excellence dans la préparation. Alors, s'il y a une leçon que je vais te donner sur ce point, c'est qu'en matière de succès, moins tu improvises, plus tu réussis. S'il y a vraiment quelque chose que je veux que tu retiennes sur cette clé numéro 1, c'est qu'en matière de succès, moins tu improvises, plus tu réussis. Donc, la préparation est à la base de tout succès. Deuxième chose, et sur ce point, moi, je vous conseille d'apprendre à utiliser un agenda clair, à bâtir des routines, à déterminer vos priorités. Il faut se préparer. En toute chose, il faut se préparer. L'activité que je fais tous les jours de la vie, vous savez que je suis écrivaine, j'écris. J'écris beaucoup, mais même pour écrire un livre, il faut se préparer. Il faut se préparer. Dans la maison d'édition Mathias, nous avons parfois eu l'habitude de rencontrer certaines personnes qui viennent avec un manuscrit qui n'a jamais été réfléchi. Donc, c'est-à-dire, la personne fait que écrire, sans structure, sans plan, sans rien. Et elle remplit un certain nombre énorme de pages et elle se dit que, yes, je vais maintenant contacter la maison d'édition. Erreur. Quand on fait face à ce genre de personnes, qu'est-ce que vous pensez qu'on fait? On recommence comme si de rien n'était. On recommence tout comme si on n'avait rien fait. Pourquoi? Parce qu'aucun projet sans préparation ne tient la route. Encore moins un livre. Pour préparer un livre, tu dois même être capable de visualiser. Visualiser, comprendre à qui tu écris, pourquoi tu écris. Et moi, je vois un livre toujours comme une solution. Donc, tu dois pouvoir visualiser la solution que tu apportes à la personne. C'est une histoire de préparation. J'ai pris l'exemple de livre parce que c'est un projet. J'ai pris l'exemple de l'immobilier parce que c'est un projet. Et parfois, ce sont des choses que nous voulons faire. Nous voulons avoir une maison, mais nous ne nous sommes jamais préparés. Nous n'avons jamais posé des questions à savoir comment ça fonctionne, le marché immobilier. Nous n'avons jamais cherché à savoir qu'est-ce que le droit dit, quels sont mes droits en matière d'investissement immobilier dans le pays où je me trouve, quels sont mes devoirs, qu'est-ce qui s'impose à moi, quelles sont mes contraintes dans ce genre de choses dans lesquelles je veux m'embarquer. Quand tu ne fais pas ça, alors tu ne t'es pas préparé. Et si tu t'embarques sans te préparer, tu dois avoir des surprises en chemin. Je vais vous parler de mon premier projet immobilier au Canada. Au Canada, nous on est arrivés au Canada, on vivait à Montréal et j'aimais pas. J'aimais pas vivre en appartement. Vous savez, quand tu as tout vécu chez toi, tu étais dans ta maison avec tes enfants, puis tu es rendu dans un pays, dans un appartement où même en bas, il y a quelqu'un qui te dit qu'il ne faut pas que la petite fille là marche en faisant du bruit parce que ça dérange chez moi. Moi, je n'étais pas habituée à ça, quoi. Et tout ce que je voulais, c'était avoir le chez moi, indépendant de tout le monde. Et un matin, sur un coup de tête, j'appelle la banque. Je cherche un courtier immobilier. Je veux une maison, ici et maintenant. Et on m'a dit à peu près les informations sommaires
dont j'avais besoin, on a oublié une information particulière. Au Canada, il existe une possibilité de mettre une mise de fonds de 5% pour acheter son premier immeuble. Il existe aussi une possibilité de mettre beaucoup plus que ça. Cependant, quand tu mets le 5%, tu es obligé de payer un autre gros montant pour assurance, pour une certaine assurance qui garantit ta solvabilité. D'accord? Et finalement, je n'étais pas au courant de cette histoire de l'assurance. J'avais suffisamment d'argent pour éviter cette assurance-là. Il faut payer 20% de mise de fonds ou d'avance de fonds, de capital. Je n'étais pas au courant. Fait que parce que je ne me suis pas bien préparée, alors j'ai embarqué dans le projet à 5%, sans avoir l'information que j'ai besoin de payer cette assurance. Sans avoir cette information, sans avoir l'information que si je veux éviter de payer cette assurance qui coûtait assez cher, j'aurais pu payer 20% et ne pas payer cette assurance et avoir diminué 20% sur le capital, en tout cas sur ma dette. Mais je n'étais pas préparée. Je m'étais lancée dans le projet sur un coup de tête. Du coup, j'ai donc pris la mauvaise option. Cette option-là est bonne pour les personnes qui ne sont pas capables de payer le 20%. Mais je suis allée payer 5%. Pourtant, j'avais la capacité de payer le 20%. Mais, guess what? L'argent qui aurait pu servir à payer mes 20%, j'ai dû donner ça quand même pour payer l'assurance. Et dans leur tête, oui, je n'ai pas donné le cash, mais dans la politique, c'est que le banquier augmente ton crédit d'un montant équivalent à cette assurance. Vous voyez, finalement, j'ai plus de dettes que je n'aurais pu avoir parce que je n'étais pas informée. Pourquoi est-ce que je n'étais pas informée? Parce que j'ai embarqué dans un projet sans préparation. Et vous savez quoi? Il y avait une autre chose que je ne savais pas. Et qu'en me donnant l'information de façon sommaire sur un coin de table devant le conseiller à la banque en quelques minutes, il ne m'a pas donné. Je ne savais pas que quand tu achètes ta maison jusqu'à tu entres dans la maison, tu dois payer un autre gros montant qu'on appelle la taxe de bienvenue qui est très salée. Alors, tu as tout fini tes transactions avec la banque, tu as réalisé un gros projet, tu es censé ne même plus avoir comme d'argent dans ta poche, mais tu reçois une facture salée dans ta maison qu'on appelle taxe de bienvenue. Cette année-là, ma taxe de bienvenue pour cette maison-là, c'était 6 000 $. Et je devais payer les 6 000 $. Je n'ai pas eu du mal à payer une chance, tout simplement parce que j'avais quand même de quoi pouvoir payer mes 20% et que je ne l'avais pas fait. Mais je n'étais pas informée. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que quand tu n'es pas préparé avant d'embarquer dans un projet, tu rencontres des surprises et des surprises et des surprises et des surprises qui peuvent augmenter ta probabilité de faire échec. Ou bien qui peuvent rendre ta situation davantage complexe, là où ce n'était pas censé si tu t'étais préparé. Or, si je m'étais préparée, c'est certain que je devais toujours accomplir le même projet, mais je devais avoir la compréhension et la mesure de ce que j'avais à faire. Je pouvais m'asseoir. La Bible dit que c'est qu'elle, en tout cas, je vais paraphraser. La Bible dit quelque chose qui signifie quand on veut bâtir une tour, on s'assoit, on calcule la dépense pour voir si on est rendu capable de la bâtir. Mais moi, je bâtissais ma tour sans m'asseoir. Sur un coup de tête, me voilà devant le banquier. Sur un coup de tête, je veux la maison. Vous voyez? Je n'étais pas préparée. J'aurais pu échouer en chemin si je n'avais pas de provisions dans ma poche. J'aurais pu échouer en chemin. Donc, c'est par chance, finalement, que je n'échoue pas. Parce que la façon que je suis embarquée dans ce projet-là, j'étais partie pour échouer, en fait. J'étais partie pour rencontrer plein de difficultés ou bien à me ramasser partout, partout en train de prêter de l'argent pour pouvoir payer ce que j'avais à payer.
Donc ça, c'était un exemple personnel pour vous montrer à quel point il est bon de se préparer quand on veut embarquer dans un projet. De comprendre minimalement quelles sont nos obligations, quels sont nos devoirs, quels sont nos droits quand on embarque dans un projet. Clé numéro 2, voyager léger. J'ai noté encore une fois cette clé selon le libellé que j'ai vu dans le livre du pasteur Luc Dumont. Mais dans mon livre, La pratique de l'autodiscipline au cœur de ton succès, j'aimerais voir si quelqu'un va me dire c'est quoi la discipline qui correspond à voyager léger dans mon livre. Qui a lu ce livre-là? C'est quoi la discipline qui correspond? Moi, la, Oui, c'est la quoi la discipline discipline du qui... pardon libérateur. Pardon. La Exact, discipline la du pardon discipline du libérateur. pardon libérateur. Vous voyez à quel point chaque personne peut écrire un livre. Ne te limite jamais en disant que les gens ont déjà écrit ça. C'est-à-dire, moi, j'ai écrit dans mes mots et aujourd'hui, je suis en train de lire le livre de quelqu'un d'autre. Je réalise qu'il a écrit exactement les mêmes choses que moi, sauf qu'il a ses mots, il a sa façon de l'exprimer. Et c'est sûr que ceux qui me suivent lisent mon livre et comprennent exactement ce que je veux leur dire. Tout comme ceux qui le suivent lisent son livre et comprennent exactement ce qu'il veut leur dire. Alors, le parallèle dans mon livre, La pratique de l'autodiscipline au cœur du succès, c'est la discipline du pardon libérateur. Lui il parle de voyager léger. Je vais avoir le plaisir de vous lire un extrait de, de son truc de voyager léger. Je veux vraiment lire dans ses mots pour que vous compreniez. Voilà. Il dit, déposez vos inquiétudes. Vous portez une charge que seul le berger peut porter. Déposez ces vieilles amertumes. On ne peut changer le passé. On ne peut qu'influencer l'avenir. Il serait peut-être temps de régler ce conflit avec un frère, avec une sœur. Le poids d'un conflit est trop énorme pour que tu t'en encombres. La plupart du temps, c'est tellement lourd que nous le partageons avec d'autres individus. Et bien sûr, nous les ralentissons eux aussi en les partageant ces poids lourds. J'ai rencontré des gens qui parlent d'un conflit vieux de 10 ans, comme si c'était hier. Depuis 10 ans, observe qu'il marche avec cet événement dans son sac. Je vous invite à déposer ces bagages. Il serait peut-être temps de vous débarrasser de ce fardeau secret, de ce compartiment caché, de le mettre à la lumière et de vous en départir définitivement. Vous serez émerveillé de la rapidité avec laquelle vous allez commencer à avancer dans votre vie parce que vous avez offert le pardon là où il faut pardonner. Donc, voyager léger. Et dans son livre, quand il raconte son activité où il grimpait la colline, son sport alpin, il dit que comme il était novice dans ce sport-là, on disait qu'on partait là-bas juste avec des affaires très légères à consommer. Et lui, il dit qu'il est un bon mangeur. Il avait peur. Il avait peur d'avoir faim, surtout que la distance, la hauteur. Lui, il raconte dans son livre que il a caché dans son sac un gros pot de sauce à spaghetti avec des spaghettis. Il a caché de la nourriture qui pèse lourd dans son sac, dans son gros sac à dos. Mais il dit qu'à un certain niveau de la colline, il n'arrivait plus à avancer. Les autres étaient tout plus rapides que lui. Les autres étaient tout plus rapides que lui. Et on lui demande que, on t'a précisé de vider tout le sac. As-tu vidé tout le sac? Oui, 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 oui. Il disait, oui, 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 j'ai tout vidé de mon sac. Il dit, vous savez cette chose dans votre cœur qui est tellement lourd. Vous ne voulez pas ouvrir cette partie-là. Vous ne voulez pas que quelqu'un touche à ça. Il cachait son pot à spaghetti. Sauf qu'à un moment donné, il dit qu'en sport alpin, là, plus c'est dur de monter, plus tu vois que même 1 gramme de plus que tu transportes, c'est juste te tuer, quoi. Et il s'est retiré en cachette. Il s'est assuré donc que les gens ne le regardaient pas
pour sortir le pot de spaghetti, le pot de sauce à spaghetti. Et quand il s'est libéré de ce poids, il a vu comment avancer était devenu plus facile. Alors, il prenait ça comme métaphore pour expliquer à quel point, parfois dans notre vie, nous ne réussissons pas à cause de tous les bagages émotionnels qu'on porte, de tout ce qu'on porte en nous. Parfois, le bagage de la culpabilité. Tu as fait même quelque chose de mal dans ta vie, mais tu es calé là. Tu es calé là-bas. Tu ne te pardonnes pas. Les gens qui t'ont fait quelque chose de mal, tu ne leur pardonnes pas. C'est là, c'est calé. Surtout le sac noir qu'on ne veut pas ouvrir là, c'est des culpabilités personnelles. Surtout quand tu sais que c'est moi qui ai fait cette faute. C'est parfois ça. Et c'est difficile de se pardonner soi-même. Mais il dit, voyage léger. Il est plus facile de courir dans un aéroport avec son trolley de 10 kilos que de tirer tous ses bagages de 23 kilos, beaucoup de bagages. Donc, il est plus facile de voyager léger quand on a peu de bagages. Et tous ces bagages-là que nous portons dans nos cœurs, en voulant aux gens, ou bien regardant nos échecs du passé, étant fâchés de ce qui était passé, calant dans notre passé, regardant les choses que nous n'avons pas pu avoir, nous accusant de n'avoir pas pu réaliser ci ou réaliser ça. On ne se détache pas de ces échecs-là pour nous donner l'opportunité de vivre quelque chose de nouveau. Alors, on complète notre marche et on arrivera difficilement au succès. Alors, ce que j'aimerais te laisser comme leçon aujourd'hui, vide ton sac intérieur. Vide ton sac intérieur de toutes les rancunes, de toutes les blessures, de tous les conflits non réglés. Moi, j'ai expérimenté quelque chose cette année. Mon mari a créé une association. Il fut un temps, mon mari avait créé une association. Au Canada, cette association-là a des services super importants. Donc, je vais mettre ça sous le nom de l'assurance. Genre, tu assures tes gens au travers d'une association. Une personne, pour une rancune qu'on ne sait pas sur quoi, il se base, a dû mettre terme à l'assurance de 18 personnes à cause d'une rancune qui est dans son cœur qu'on ne sait pas sur quoi. Croyez-vous que cette personne-là a la paix dans sa vie? Si la personne est capable d'exprimer une telle méchanceté, ça veut dire que la paix l'a quitté. Donc, nous, dans notre vie, là, nous devons faire l'effort, même si ce n'est pas facile, d'accorder les pardons qu'il faut accorder, de sortir de la culpabilité là où il faut sortir, si nous voulons faciliter notre chemin, si nous voulons avancer, sans avoir des chaînes invisibles qui nous retiennent. Un cœur chargé ne ralentit pas seulement, il te lie, il t'attache. Il t'attache. Moi, je parle parfois de stratégie de multiplication de problèmes. Figure-toi que quand tu as un cœur qui n'a pas pardonné, tu multiplies tes problèmes. Je prends souvent l'exemple d'une femme qui n'a pas pardonné un mauvais comportement à son mari. La nuit, pendant que tu restes les yeux éveillés à regarder le plafond comme ça, les larmes coulent jusqu'à ça remplit tes oreilles, le gars dort et il ronfle. Il n'est même pas avec toi. Et parce que tu n'as pas bien dormi la nuit, peut-être demain, en conduisant pour aller à ton travail, tu vas te heurter parce que tu n'as pas bien dormi. Peut-être que tu vas dormir au feu rouge jusqu'à t'oublier parce que tu n'as pas dormi. Peut-être qu'à arriver au travail, tu vas faire une erreur dans un dossier parce que tu n'as pas dormi. Et tu n'as pas dormi pourquoi? Parce que tu n'as pas pardonné. Et tu n'as pas pardonné pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que le pardon te libère toi-même pour que tu voyages léger. Donc, ne pas pardonner, c'est une stratégie de multiplication des problèmes. Tu peux voir tes problèmes multipliés à l'infini pour un pardon que tu n'as pas accordé. Et ça va venir nuire à ta capacité à exprimer ton plein potentiel. Regarde qu'une personne, une femme qui a dormi à pleurer, ne peut pas être efficace au travail demain.
va peut-être être amer avec ses collègues, finir par avoir les problèmes relationnels, finir peut-être par avoir les problèmes avec son patron. Elle pourra même être chassée de son travail. Elle pourra tomber en maladie, en dépression. Et tout ça, c'est les enchaînements de quoi? D'un pardon qui n'a pas été accordé. Tu vas finir par insulter les gens qui ne t'ont même pas attaqué. L'exemple de ma personne qui a fini par annuler l'assurance de 18 personnes qui ne connaît même pas. Alors que ces gens-là payent toujours leur assurance. Vous voyez? Donc, quand tu es aigri et que tu ne pardonnes pas, ce n'est pas bon. C'est vraiment quelque chose qui va venir nuire à ta capacité à connaître le succès. Donc, travaillons à notre libération émotionnelle, soit par un effort personnel, soit par un accompagnement thérapeutique ou spirituel. Maintenant, clé numéro 3 que j'ai à tout partager aujourd'hui. La première clé était la préparation. La deuxième clé, c'était de voyager léger. La troisième clé, c'est d'affronter tes peurs. J'ai une citation pour toi. La peur est un menteur. Elle murmure l'impossible dans ton oreille. C'est chaque fois que tu as un grand projet et tu commences à vivre le sentiment d'imposteur, à te dire, moi qui? C'est pas à moi je ne suis pas de ceux qui peuvent faire ça. Donc, tu te vois comme un imposteur, tu te vois comme quelqu'un qui n'est pas capable. C'est la peur, ta propre peur qui te murmure ces impossibilités dans tes oreilles. Et j'aimerais juste te dédramatiser en disant que la peur est naturelle. C'est une émotion naturelle. Par contre, si elle arrête ton élan de devoir t'accomplir, elle n'est plus normale. Elle n'est plus normale. On a déjà fait beaucoup de live ici sur le sujet de la peur. Je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus. Je vais juste te dire, la peur te paralyse. La peur est l'opposé de la foi. Et ceux qui font des grandes choses, ceux qui accomplissent des grandes choses, accomplissent parfois. D'accord? Regarde l'exemple des commerçants. Il n'y a aucun commerçant qui peut acheter sa marchandise en voyant dans une boule de cristal que d'ici le soir, on aura tout acheté. C'est seulement parfois. Moi, je me souviens quand j'étais étudiante et que je devais me battre pour vivre, pour payer mes études, je vendais du pain. Je faisais des omelettes dans une cafétéria en face de l'université pour pouvoir payer mes études. Et je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu un matin où je passe à la boulangerie, je prends un sac de pain parce que je suis très sûre. C'est-à-dire, il n'y a pas de boule de cristal dans laquelle je peux voir que j'ai pris 50 pains aujourd'hui, je garantis que d'ici 2 heures de temps, j'aurai tout vendu. Non. Il y avait des jours que ça allait mieux, il y avait des jours que ça allait moins bien. Mais comme commerçant, on marche avec la foi. On achète la marchandise dans la foi qu'on vendra, dans l'espoir qu'on vendra, mais aussi en se décidant de faire tout ce qui est possible, dépendamment de nous, en tout cas de faire tout ce qui est à notre capacité pour pouvoir vendre cette marchandise. Donc, si un commerçant a peur, il n'achètera jamais un stock. Si un commerçant a peur, il ne créera jamais une boutique. Si un commerçant a peur, il va être comme lié et il ne va rien faire. Donc, fais attention à la peur. Et si j'ai vraiment une leçon à te donner sur la peur, je vais te donner la métaphore du brouillard. La métaphore du brouillard, c'est quoi? C'est-à-dire, tu vois, quand tu es dans ta maison un matin, il y a le brouillard et tu observes le dehors. En regardant comment le brouillard est tellement attaché, tu peux te dire que la visibilité est réduite et là, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas avancer avec ta voiture. Mais la vérité, c'est que cette visibilité-là te semble impossible à affronter seulement parce que tu restes sur place. Démarre ta voiture, embarque dans cette rue avec du brouillard et tu vas réaliser que plus tu avances, tu vas avoir l'impression que le brouillard s'éloigne. Qui a déjà remarqué ça? Il y a du brouillard. Quand tu restes sur place, tu crois que c'est très épais, mais plus tu avances, tu réalises que tu vois ce qui est nécessaire à voir pour avancer. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, la peur, c'est un peu ça. Je voulais donc te dire que le secret avec la peur,
Quand la peur vient, c'est normal d'avoir peur, mais il faut que tu affrontes ta peur. Et affronter sa peur, c'est accepter de démarrer ta voiture, de commencer ton chemin, même s'il y a le brouillard. Right? Et au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas voir que ça va se dissiper et tu vas voir le peu qui est nécessaire pour continuer à avancer. Voilà, il faut affronter tes peurs. N'écoute pas le langage de ta peur parce il va te rappeler, te mettre dans l'inaction et tu vas tomber dans l'admiration de ceux qui avancent en croyant que ceux-là n'ont pas peur. Non, ceux qui accomplissent des grandes choses, s'ils te disent qu'ils n'ont jamais peur, c'est qu'ils mentent. Si tu as d'ailleurs des grands projets jusqu'à ce que ça ne te fait pas peur, c'est que le projet là n'est pas encore grand. Si quelqu'un te dit que tout ce que je fais de grand là, je n'ai jamais peur, c'est qu'il ment. Au contraire, ceux qui font les grandes choses affrontent leur peur. Donc, si toi, tu n'avances pas jusqu'à maintenant parce que tu es tenu par la peur, je te demande d'affronter tes peurs. C'est normal d'avoir peur. Mais si ta peur devrait te maintenir inactive, c'est anormal. Toi, tu dois intentionnellement te lever et affronter ta peur. La quatrième clé que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que nous avons besoin des autres. Ça s'appelle s'entourer, ne pas marcher seul. John Maxwell, je vais te partager une citation de John Maxwell qui dit « Un est trop petit pour accomplir de grandes choses. » Un est trop petit pour accomplir de grandes choses. Et moi, je l'ai réalisé avec le réseau Ta Seconde Chance International. Je vous ai souvent partagé que travailler dans la vie des enfants vulnérables, en condition de vulnérabilité, pour mon mari et moi, ce n'est pas quelque chose qui a commencé hier. On le faisait déjà longtemps avant. Minimum depuis 2005, on le faisait. Mais on le faisait juste nous deux. Donc, juste nous. Lui et moi, c'est comme une personne. On le faisait juste nous. Notre petite quantité, à notre petite façon, à notre petit niveau. Et de 2005 à 2021, chacun peut, c'est-à-dire, nous savons c'est quoi le résultat. Nos actions n'ont jamais traversé la ville de Douala et notre village. Nos actions n'ont jamais traversé la ville de Douala et notre village. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'un est capable de faire. Mais maintenant, si tu regardes, si tu connais le réseau Ta Seconde Chance International et que tu regardes les actions du réseau Ta Seconde Chance International, l'accélération vient de cette clé. Vient de la clé qui te permet de comprendre que tu as besoin des autres. Et quand tu as besoin des autres, tu as une compétence que tu es appelé à développer pour pouvoir fonctionner avec les autres. Ça s'appelle le leadership. Ça s'appelle le leadership. Cette compétence-là peut se résumer en un seul mot, c'est le leadership. Et vous pouvez voir que cette organisation qui avait un impact insignificatif dans la ville de Douala et insignificatif dans notre village devient une organisation qui a un impact significatif dans plusieurs pays et dans plusieurs vies. D'accord? Quelle est la différence? La différence, c'est de quitter le je et migrer vers le nous. C'est de quitter des considérations personnelles pour devenir une communauté, pour devenir un réseau de personnes. Et à ce moment-là, la grandeur des choses qui sont faites, personne ne peut se prévaloir d'être celui qui l'a fait ou celle qui l'a fait. Pourquoi? Parce que c'est la force collective, c'est la force du groupe, c'est la force de tout, c'est la prière des uns et des autres, c'est les contributions des uns et des autres, c'est le service des uns et des autres. C'est le tout qui fait cette grande chose. Alors, si nous voulons réussir à aller vraiment à un autre niveau, une des clés de l'accélération, c'est de comprendre que nous avons besoin des autres. Et dans le livre de Luc Dumas, il illustre ça en rappelant que quand on fait le sport alpin dans les hauts sommets, il a réalisé que
à un niveau, il y a une certaine corde. Moi, je n'ai pas le mot technique. Si je pouvais fouiller dans le livre, je pourrais vous donner le mot technique. Il y a une certaine corde que les alpinistes s'attachent entre eux. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes un groupe de 10 alpinistes, la corde la attache l'un à l'autre, l'un à l'autre, l'un à l'autre, de telle manière que s'il y a un qui dégringole, on compte sur la force des 9 autres pour essayer de le récupérer. Vous voyez ça? Donc, c'est comme ça qu'il a décrit et qu'il a expliqué cette clé-là dans son livre. Donc, dans le sport, je vois que c'est quelque chose, c'est une belle métaphore pour montrer à quel point nous avons vraiment besoin des autres. Alors là, je vais te poser la question, comment est-ce que tu t'entoures pour espérer le succès? Comment tu t'entoures? Es-tu de ceux qui croient qu'elle va faire sa petite chose, sa petite vie, sa petite entreprise, ses petites affaires jusqu'à ce que ça devienne grand? Es-tu de ceux qui croient ça? Non, si tu crois encore ça, c'est que c'est une erreur. On a besoin des autres. Nous avons besoin des autres. Nous avons besoin des autres pour aller plus loin. Dans mon livre, je parle de la loi de l'association. Mais je le décris plutôt dans un autre livre, dans le livre Ose, je pense. Je parle de la loi de la... Non, plus dans le livre de Raccourci, je crois. La loi de l'association. On a besoin des autres. On a besoin des autres. Personne ne peut réussir à faire des grandes choses à une dimension élevée seul. Tu vas peut-être réussir, mais à ton petit niveau. Mais pour que ça devienne international, pour que ça devienne une multinationale, pour que ça devienne quelque chose de grand, de costaud, tu as besoin des autres pour faire un certain type d'exploit. Et tu as besoin des mentors. Tu as autant besoin de ceux qui connaissent plus que toi, que de ceux qui connaissent moins que toi. Tu as besoin de ceux qui sont à ton niveau. Voilà pourquoi dans mon cours de leadership personnel institutionnel, je vous demande souvent de faire l'inventaire des personnes qui sont dans votre réseau, autour de vous, dans votre cercle rapproché, qui sont comme des mentors, qui ont le statut de mentor. Ils sont déjà arrivés là où vous voulez aller. Ils connaissent mieux que vous. Est-ce que vous avez des personnes comme ça autour de vous? Si autour de toi, tu regardes et tu ne vois pas des personnes qui connaissent mieux que toi, des personnes qui sont déjà rendues là où tu souhaites aller, c'est que c'est une erreur. C'est une erreur, tu vas stagner, quoi. Il faut que tu aies aussi des amis, des personnes qui sont au même niveau que toi, que vous pouvez partager ensemble, échanger ensemble sur votre réalité, vous distraire même ensemble parce que la bienveillance fait partie du chemin. Il faut ce genre de personnes. Mais il faut aussi des suiveurs. Il faut aussi des personnes qui sont plus bas que toi, sur lesquelles tu vas exercer ton leadership, à qui tu vas redonner ce que tu prends chez tes mentors. Parce qu'on ne réussit pas seul. La vraie réussite, c'est de s'accomplir, mais de tendre la main et tirer les autres. Donc, regarde-toi dans ton succès comme quelqu'un qui a une main qui reçoit du haut et une main tendue qui tire les autres en arrière, qui tire aussi d'autres personnes. Parce que autant ceux qui sont en haut de toi sont tes mentors, autant il faut que toi, tu sois le mentor de ceux qui se débrouillent à se faire aussi un chemin. Mais est-ce que c'est ta réalité? Donc, tu dois avoir ces 3 catégories de personnes autour de toi parce que tu as besoin des autres. Et pour réussir à avoir besoin des autres, pour réussir à cheminer avec les autres, il faut faire attention au piège de l'orgueil. Il faut faire attention au piège de l'orgueil. Il faut faire attention au piège de la déloyauté. Il faut faire attention au piège de la familiarité. Docteur Dorian, où est le livre là? Il faut faire attention à tous ces pièges. D'accord? Il faut faire attention à tous ces pièges. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut, mais sois aussi la force qui tire les autres vers le haut. Écoute bien ça. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut, mais sois aussi la force qui tire les autres vers le haut. D'accord? Et dans la Bible, dans Ecclésiaste, la Bible dit 2 valent mieux qu'un. Ça prend tout son sens. 2 valent mieux qu'un. Voilà. Et la 5e et la dernière clé que je vais partager aujourd'hui, si je trouve la force de revenir dans la semaine prochaine, on va continuer sur cette clé du succès et je vais finir par vous partager toutes les 17 clés. Mais aujourd'hui, je vous partage une 5e clé en dernier lieu.
La cinquième clé que je t'ai dit, c'est de te battre pour réussir. La personne qui a lu mon livre, La pratique de l'autodiscipline au cœur du succès, quelle est la discipline qui correspond à se battre pour réussir? Qui peut connaître ça? Brenda, tu l'as lu? C'est quoi? Je l'ai lu, maman, je l'ai lu, je suis en train de réfléchir. La discipline qui correspond à ça, c'est quoi? Se battre pour réussir. Ne crois pas que le succès va venir comme ça. Ceux qui croient qu'on réussit que par chance, là, il faut se battre pour réussir. Donc, je vais te le dire si tu n'as pas trouvé, c'est la discipline du travail acharné et intelligent. C'est ça, la discipline du C'est travail ça, acharné et merci. intelligent. C'est comme ça que moi, je l'appelle dans ce livre-là. Mais dans le livre de Luc Dumont, il parle de se battre pour réussir, pour exprimer exactement la même chose. Donc, et je vais vous apporter un verset biblique qui appuie ça. La Bible dit dans le psaume 84 au verset 8 que leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. C'est-à-dire, ce n'est pas en restant comme ça que ta force augmente. C'est en marchant. C'est en marchant. C'est pendant que tu te déploies que ta force augmente. Je crois que je vous ai déjà raconté mon histoire ici qu'en 2015, après l'accouchement de ma dernière fille en 2015, j'avais énormément pris du poids et j'avais tellement mal au dos. J'avais tellement mal au dos que je n'étais pas capable de conduire, de m'asseoir dans ma voiture et conduire 30 minutes. J'avais très mal au dos. Et j'étais allée me faire consulter et le médecin m'avait dit que la seule chose qu'il pouvait faire pour moi, c'était de me faire une injection dans la colonne vertébrale une fois par mois. Et je lui ai posé la question, est-ce que cette injection-là, c'était pour me guérir? Il m'a dit que c'était pour soulager mes douleurs. Je lui ai dit quels étaient les effets secondaires de cette injection. Il m'a dit que j'avais une probabilité d'être paralysée. Et je suis partie chez moi réfléchir. Je veux dire à une personne que parfois le succès a besoin que ton pourquoi soit fort. Parfois réussir a besoin que la raison pour laquelle tu veux réussir soit assez puissante, assez fort. Moi, je me regardais et je ne me visualisais pas dans la chaise roulante. Je n'acceptais pas ça pour une histoire de poids, de surpoids. Et je suis rentrée chez moi, j'ai pris les vraies décisions. J'ai pris les vraies décisions de sortir et de faire ce qu'il faut pour perdre ce poids. Une partie de ce qu'il faut faire est plus facile. Essayer d'améliorer son alimentation est plus facile. Mais aller faire le sport, c'est une autre paire de manches. Je vous dis là, j'avais tellement mal que m'asseoir pour conduire me faisait mal. Imagine-toi alors aller courir, aller faire le sport. La première journée que je suis sortie de ma maison, j'ai pris la décision d'aller faire le sport. J'ai marché entre trois poteaux électriques. Vous connaissez un peu la distance qui sépare les poteaux électriques, non? J'ai marché entre trois poteaux électriques et mon dos me faisait cruellement mal. Je suis rentrée m'asseoir. Le lendemain matin, ma décision était d'aller plus que les trois poteaux électriques. Bien que mon dos me faisait toujours mal. À chaque jour, même si c'était un pas de plus par rapport à la distance que j'ai fait hier, je devais le faire. Peu importe mon dos qui me faisait mal. Et pour terminer cette année 2015-là, je peux vous dire, sans m'en enorgueillir, je courais 10 kilomètres. J'avais perdu du poids, j'étais comme un fil. Je pesais à peine 62 kilos. Mais le pourquoi, quel est le pourquoi tu veux réussir quelque chose? Parfois, ce qui va nous empêcher de réussir, c'est que la douleur n'est pas encore grande. Tu n'as pas encore trop mal. Tu n'as pas encore trop mal.
Mais la parole qu'on a mis dans mon oreille, l'effet secondaire est que ça peut te paralyser. Non. C'est devenu mon pourquoi. Je dis non à cet effet secondaire. Je ne prendrai pas ce médicament. Donc, si je vais te laisser aller après ce live, je te demande de te poser la question, pourquoi tu veux réussir? Et trouve-toi une bonne raison de réussir. Une bonne raison. C'est cette raison-là qui va te faire continuer quand tout te demande d'abandonner. C'est cette raison-là qui va te faire avancer lorsque la douleur sera là. Parce que la douleur est inévitable. Les défis vont arriver. Il n'y a pas de vie sans défi. Quelqu'un qui te dit que sa vie est comme un fleuve tranquille. Je ne sais pas sur quelle planète la personne a. En tout cas, la personne n'a pas de témoignage, quoi. Si tu as une vie trop tranquille, tu n'as rien à enseigner aux gens. Tu n'as rien. Donc, moi, je crois que la plupart des personnes, en tout cas, si vous êtes tous comme moi, on fait tous face aux défis. Et parfois, il faut sortir de notre confort pour pouvoir nous démerder à réussir quelque chose. Et pour sortir de ce confort, nous avons besoin plus que jamais d'avoir une belle raison. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est la fin de ce live. J'ai une autre rencontre. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés à partir de Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à tous. On ne va pas prendre le temps de prendre des questions aujourd'hui parce que j'ai une autre rencontre. Vous pouvez tout simplement quitter. Merci. Merci, maman.